cours de ce troisième épisode, qui sera principalement consacré aux îlots de chaleur urbains, nous retrouverons à nouveau Owen Rose et divers spécialistes en la matière. Nous poursuivrons l'installation de la toiture végétale amorcée lors des 2 premiers épisodes et ferons la découverte d'une toute nouvelle technologie de toit vert. Allons maintenant rejoindre Antoine et Owen au Centropole roulant. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un îlot de chaleur urbain? L'idée de l'îlot de chaleur urbain, c'est une accumulation d'une masse thermique dans les centres-villes pour plusieurs raisons. Une des grandes raisons, c'est le fait que les centres-villes sont construits de béton, d'asphalte, de beaucoup de surfaces minéralisées. Alors, ces zones-là absorbent le soleil, la chaleur toute la journée et ensuite rayonnent cette chaleur en ville. Il y a beaucoup moins de place de faire refroidir parce qu'il y a beaucoup moins de verdure. Alors, avec ces îlots de chaleur urbaine, ça crée des problèmes où l'on peut monter à 5 à 10 degrés Celsius plus chaud au centre-ville que dans les banlieues et dans les régions environnantes. Puis ici, mettons à Montréal, si on attribue un îlot de chaleur urbain plus au centre-ville, au centre, est-ce que ça a des impacts quand même sur l'extérieur de la ville ou en périphérie? Ou... Les îlots de chaleur urbains, dans le cas de la ville de Montréal, mais ça fait une température qui monte au centre-ville ou dans la région de la ville de Montréal. Après ça, avec cette température qui monte, mais ça affecte le microclimat de la région. Alors, ça peut créer des effets d'éclats ou de problèmes de pluie, de surverse de pluie en fin de journée, quand il y a une accumulation d'humidité et de chaleur et les nuages ensuite ont besoin de déverser ces eaux collectionnées. Alors, ça affecte les régions autour et aussi l'îlot de chaleur urbain égale pollution égale épisode de smog. Alors, cette nappe de smog qui entoure la ville de Montréal doit se déplacer quelque part et au fur et à mesure, ça va se déplacer avec les vents ailleurs dans la direction des vents vers la région, d'habitude vers l'est de la ville de Montréal parce que les vents prédominants ici viennent de l'ouest. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Comment finalement les îlots de chaleur urbains augmentent l'incidence du smog? Oui, et ça, c'est très important à souligner parce que les îlots de chaleur augmentent la température ambiante qui fait en sorte que ça encourage la création de smog. Le smog est une création des particules fines suspendues dans l'air et aussi de l'ozone. Et l'ozone, au niveau du sol, est nocif pour la santé humaine, tandis que l'ozone en haut dans l'atmosphère nous protège. Mais l'ozone fait au sol est fait à partir des émanations polluantes qui ensuite, avec la chaleur, font les combinaisons qui fait en sorte que c'est nocif pour nous. Alors, l'îlot de chaleur ajoute à la création de plus d'ozone au sol et aussi l'îlot de chaleur aide à capter plus de particules fines dans l'air. Alors, le smog que l'on respire, d'abord, on a chaud, on n'est pas confortable et la qualité de l'air que l'on respire est de mauvaise qualité. Alors, ça a des effets très nocifs sur la santé. Ce que fait la végétation, toiture végétalisée, les arbres, n'importe quoi qui est planté en ville, ça nettoie ces particules fines de l'air parce que les feuilles sont capables de capter ces particules sur leur surface, ça les colle et quand il pleut, ça les lessive et toutes ces particules-là tombent par terre. Alors, c'est une façon de filtrer et de nettoyer l'air pour que en été, on a l'air qui est d'une meilleure qualité et on refroidit la ville et on est capable de faire en sorte que ça garde un nettoyage autour de nous. Puis justement, en comparaison, mettons, est-ce qu'un toit vert va être aussi efficace qu'un arbre? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à... Est-ce que les deux sont comparables ou... Bien, bonne question. Les toits verts et les arbres s'entraident. La biodiversité, la variété d'aménagement et les toits verts aident, les arbres aident. Au pire, là, planter les arbres. Mais si l'on peut aller au-delà de ça, c'est l'implantation des toitures végétalisées, telles que toutes ces surfaces minéralisées au-dessus de nos têtes, partout en ville, parce que Montréal est une ville de toits plats. C'est une zone que l'on peut davantage végétaliser pour donner plus d'ombrage, plus de climatisation naturelle et même plus de biodiversité à ça. Oui, parce que typiquement, les toitures standards qui n'ont pas de toiture végétale, c'est des contributeurs aux îlots de chaleur urbains? Ou, Tout à fait, ouais. Tout à fait. Les toitures contribuent aux îlots de chaleur tant qu'il y a une zone minéralisée, soit avec une membrane ou les pierres ou d'autres formes, des fois les dallages. Tout ça
emmagasine la chaleur et le soir, même après le coucher de soleil, on peut ressentir la chaleur qui émane de cet emmagasinage. Alors, si on est capable de réduire ça en mettant les plantes, en mettant les systèmes d'ombrage, on est capable de réduire l'impact des toitures sur les îlots de chaleur. Alors, il y a les murs bétonnés et en maçonnerie, il y a les rues, les trottoirs, mais il y a toutes ces surfaces de toiture qui sont aussi les zones qui collectionnent la chaleur. Alors, les membranes plus pâles aident aussi, mais au-delà des membranes pâles, si l'on veut faire face à d'autres enjeux comme la gestion des eaux de pluie, comme la biodiversité, comme l'agrément de la vie urbaine, mais les toitures végétalisées ont un rôle multiple à jouer sur ce plan-là. Puis est-ce que c'est quelque chose qui a été reconnu par la Ville de Montréal? Cet impact-là, est-ce que c'est quelque chose qui est su, qui est noté, puis sur lequel on veut vraiment, qu'on veut combattre? Ça, c'est très important. La Direction de la santé publique de Montréal avait déjà bien documenté le problème des îlots de chaleur, a localisé les îlots de chaleur en ville et c'est sans surprise, c'est dans les quartiers qui sont souvent les plus défavorisés. Alors, quand on pense à la Ville de Montréal, les quartiers les plus favorisés sont remplis d'arbres et les quartiers les moins favorisés sont avec beaucoup moins d'arbres. Alors déjà, la Direction de la santé publique avait mis de l'avant le besoin de végétaliser davantage la Ville de Montréal. La Ville de Montréal en soi, on est très conscient parce que dans la lutte contre les changements climatiques, les villes du monde font face aux gestions de la pluie et en même temps aux îlots de chaleur. Alors, les villes doivent se concentrer sur ces deux phénomènes-là afin d'améliorer la santé publique et aussi améliorer leur propre système d'égouts et aqueducs pour que ça réponde. Alors, les toitures végétalisées sont une façon de répondre à ça, autant que planter des arbres, faire des jardins communautaires et de verdir autant que possible dans les espaces qui ont été délaissés. Donc, je sais qu'à Montréal, il y a des arrondissements où on a des réglementations pour mettre au moins une toiture blanche, peut-être même des fois une toiture végétale. Je pense à Rosemont. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être les différences entre la toiture blanche réfléchissante puis le toit vert? Oui, et même quand on pense à nos voyages en Grèce ou quand on regarde les belles photos de la Grèce, toutes les toitures sont blanches et même les bâtiments sont blancs parce qu'en Grèce, ils ont les gros problèmes de soleil, comment réfléchir le soleil. Alors l'idée est une idée sage qui est bien installée depuis longtemps, que maintenant on regarde la possibilité de réduire les îlots de chaleur urbaines avec les toitures blanches. Dans ces cas-là, il y a des pour et les contre. Il y a la technologie de toiture végétalisée qui coûte plus cher, qui est plus lourd, qui est plus intensive, tandis que les toitures blanches sont plus légères et moins chères à installer. Sauf que il faut tenir en compte la toiture blanche par rapport à sa localisation en ville. D'abord, quand ça réfléchit, ça pourrait être très éblouissant pour les voisins. Et en plus, si les voisins sont plus hauts que le toit blanc qui est plus bas, le toit blanc ne reste pas parfaitement blanc longtemps. Alors, quelqu'un qui regarde un toit blanc peut, au fur et à mesure, penser que le toit n'est pas blanc, mais sale. Et à ce moment-là, c'est pas très valorisant comme expérience, parce que même si l'on nettoie la toiture de temps en temps, ça va toujours avoir les petites taches. Alors, il y a aussi les membranes de couleur gris pâle qui pourraient être utilisées, qui réfléchissent, mais ne sont pas les plus réfléchissantes, mais une membrane de couleur pâle est une membrane qui disparaît dans les paysages. Une membrane blanche qui est vue comme sale, ça disparaît pas, ça se fait très voir et en étant vu, le monde va toujours avoir la réaction que « oh, c'est sale, c'est sale ». Alors, c'est moins confortable. Alors, la localisation des toitures blanches doit être vraiment étudiée. Et alors, en même temps, dans notre climat nordique, la toiture blanche n'est pas nécessairement la chose la plus importante. On a d'autres enjeux par rapport à la gestion des eaux, la biodiversité, la qualité de vie urbaine, les vues, l'amélioration de notre valeur urbaine, que les toitures végétalisées sont plus capables de répondre. Peut-être en terminant, pour toi, Owen, qui suit le monde des toits verts depuis plusieurs années, ce serait quoi la politique incitative pour les toits verts à Montréal qui serait la meilleure, finalement? Moi, je dirais d'abord et avant tout qu'il y ait une réglementation qui exige la structure de toute nouvelle construction capable de prendre un toit vert au fur et à mesure. Aussi, je changerais la réglementation en ville pour que ça encourage les projets à installer les toits verts au lieu de les limiter ou au lieu de les entraver. Et même, est-ce qu'il y a des moyens de faire approuver les projets ou de leur donner des acceptations ou quelque chose pour le toit vert? Aussi la question d'encourager l'agriculture urbaine.
encourager le monde à habiter leur toiture avec des terrasses et utiliser les belles vues qu'il y a dans les toitures. Alors ça, c'est les toitures végétalisées, la vie sur les toits, l'idée du chalet urbain en ville, l'idée aussi de l'agriculture urbaine, l'autosuffisance agricole. Alors, toutes ces toitures-là en ville peuvent servir à plusieurs usages qui rencontrent les besoins de lutter contre les îlots de chaleur, qui donnent aussi une gestion des eaux de pluie, qui améliorent la qualité de l'air en ville et qui fait en sorte que la ville est plus agréable à vivre en été. Saviez-vous que une toiture végétalisée peut réduire jusqu'à 75 % la demande en climatisation par rapport à une toiture standard? Allons maintenant rejoindre Antoine et Marjolaine Auger, agronomes, qui discuteront des différents mélanges de substrats de culture. Et en termes de propriété, c'est quoi le substrat idéal? Un substrat de croissance doit mimiquer un sol naturel, donc doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour la plante. Ces éléments-là, on parle d'éléments, on parle de caractéristiques physiques, on parle de caractéristiques chimiques, puis on parle aussi de caractéristiques biologiques qui sont le troisième item qui est souvent oublié. Donc là, on est vraiment près des terreaux, exactement de quoi ils ont l'air. Vous aviez à peu près 3 mélanges de base pour les aménagements. Oui, j'ai parlé de 3 mélanges de base, puis un mélange de plus en plus aussi si on veut pas à la mode, là, mais en expansion, c'est au niveau de l'agriculture urbaine. Mais là, on va se restreindre aux 3 mélanges de base. Donc là, il y a 3 appellations. Je vois, ouais. Il y a intensif, extensif et semi-intensif. Semi-intensif. Donc, j'imagine que semi-intensif, on est comme un peu entre les deux. Ça correspond à peu près à quel genre d'aménagement? Semi-intensif, c'est pas un entre-deux. Semi-intensif, c'est typiquement fait pour la pelouse. On sait que quand on parle au niveau des golfs, on parle au niveau des aménagements de terrains sportifs, la pelouse a besoin d'une certaine profondeur, elle a besoin d'un bon drainage, elle a besoin de résister à la compaction due au passage répété des gens ou de la machinerie. Puis en termes, après ça, on a le mélange extensif. Lui, quelle autre propriété on va vouloir aller chercher? Le mélange extensif est pour les plantes qui sont très résistantes à la sécheresse, au manque d'humidité, aussi qui vont pousser dans très peu épais au niveau du substrat de croissance. Donc, les proportions vont faire qu'on va se retrouver avec un type de substrat qui va avoir une moins forte proportion en matière organique, aussi qui va avoir un très bon drainage parce que c'est souvent des plantes qui n'aiment pas avoir les racines dans l'eau. Puis aussi qui va avoir quand même une bonne rétention, on parle plus en humidité. Donc, on parle d'un mélange extensif ici. Puis en bout de ligne, on a le mélange intensif. Oui. Donc là, on parle de quelque chose de plus costaud, des plantes plus grosses. Costaud, c'est des plantes plus grosses en fait. Fait qu'il faut une bonne structure d'ancrage au niveau des racines parce que là, on se retrouve avec l'arbrisseau de l'arbre. Ça prend aussi des particules plus fines parce que les particules fines et la matière organique vont se lier ensemble pour former, si on veut, la structure de ce sol-là, donc viabilité à long terme. Parce que plus les arbres vont prendre de l'expansion puis de la maturité, plus ils vont avoir les racines en proportion en dessous. Puis un plus haut taux aussi de matière organique parce que pour les proportions de matériel organique, donc matière organique de départ, il y en a besoin de beaucoup plus que des plantes de milieu extensif. Donc ce serait à peu près le terreau qui ressemblerait à quelque chose de plus naturel finalement. Ce serait le type de substrat de croissance qui pourrait ressembler effectivement au topsoil de notre sol naturel. Saviez-vous que la température de surface d'une toiture végétalisée lors d'une journée estivale est de 25 degrés Celsius, comparativement à plus de 60 degrés Celsius pour une toiture standard, contribuant ainsi à la diminution des îlots de chaleur?
Un des aspects importants avec les toits verts, c'est d'avoir un bon espace de dégagement pour les drains. C'est un endroit névralgique, on veut que l'eau s'écoule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bordure de propreté. Là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'il y a du gravier, en fait, qui entoure le drain. On a un petit boîtier d'inspection, en fait, qui couvre notre crépine. On a quand même un accès visuel vraiment rapide pour inspecter s'il n'y a pas un problème avec un blocage ou des plantes qui viennent s'implanter là. C'est important aussi de laisser un dégagé de gravier pour les mêmes raisons, pour ne pas avoir de la terre finalement qui pourrait venir s'engouffrer dans notre drain. Deuxième chose importante, en fait, c'est maintenant dans les nouvelles normes, on a besoin d'un drain d'évacuation de secours, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, on a des gargouilles qui sont situées sur le côté. On en a deux. Dans le fond, c'est qu'on a un drain d'évacuation au cas où le premier drain soit bloqué, puis l'eau s'accumule. Pour être certain qu'il y ait une autre sortie de secours pour l'eau, bien, on a cette gargouille-là. On en a un autre qui est vers l'autre drain qu'en ce moment, on ne peut pas voir. Autre chose très importante quand on a un toit vert, normalement, quand le toit est implanté, il va survivre avec l'eau de pluie. Par contre, à l'implantation, on n'a pas le choix d'avoir une source extérieure parce que pour s'implanter, pour que les racines viennent vraiment s'ancrer dans le terreau, il faut de l'eau. Donc là, c'est maintenant obligatoire. Il faut avoir une sortie d'eau minimalement par toit, par bassin de toit. Donc on la voit sur le côté. C'est tout simple. C'est la même chose en fait qu'on a à la maison. Saviez-vous que des toitures végétalisées ont résisté aux vents violents des ouragans Sandy et Irene? Allons rejoindre Marianne Boivin de l'entreprise Soprema. En quoi il consiste le système Soprema? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est... Oui, notre système est simple, puis on veut le garder simple. Alors, comme pour tous les autres systèmes, on a des panneaux de drainage, membrane antiracine, on a un système pour garder de l'eau, un système de matelas capillaire qui retient l'eau et qui redonne l'eau au terreau par capillarité. Puis on a aussi, nous, on ne vend pas la végétation, mais on fait des recommandations. Alors, on peut faire des toits verts avec, aussi bien des sédums, des graminées que des potagers ou même des forêts, là, des arbres. Soprema installe pas nécessairement des projets. Il y a toute une chaîne. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la chaîne avec Soprema? Oui, bien sûr. En fait, au début, quand on a commencé il y a 20 ans, on installait les toits verts chez Soprema. Okay. Et puis suite à ça, la direction a décidé qu'on allait seulement fournir les matériaux. Donc, on forme des entrepreneurs paysagistes, là, la grandeur du Canada, qui sont certifiés pour la pose de nos produits. Donc, on sait qu'ils vont faire ça de la bonne façon, avec les bons produits dans le bon assemblage, les bonnes plantes. Et puis, c'est ça, on a des équipes. Chez Soprema, on a des bureaux des ventes. On a 11 bureaux des ventes. Chacun a leurs entrepreneurs et on fournit... je travaille avec les équipes des ventes des bureaux au Canada. C'est quoi les avantages du système Soprema? Bien, en fait, nous, on fait des systèmes comme tous les autres. On a des systèmes sans matelas de rétention d'eau avec des rouleaux de sédum. On vend aussi des modules précultivés de sédum. Mais je crois que c'est la variété au niveau de la végétation. Et aussi, je pense que, sans vouloir se vanter, il y a toujours le service avant, pendant la vente et après-vente. On a des clients qui nous appellent après 10 ans encore pour nous demander est-ce que je peux mettre du compost de crevettes? Des choses comme ça. Ici, sur le Palais des Congrès, on a des échantillons de chacun des représentants, dont Soprema, sa petite parcelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, nous, ici, en fait, on voulait représenter un aménagement qui est un peu plus de type naturel. Alors, notre parcelle ressemble plus à un pré fleuri, là, un pré de graminées naturelles. Donc, on a des graminées indigènes, différentes, des petites plantes indigènes. On a aussi des grandes graminées qui ont 4 pieds de haut. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que notre système ne pèse que 35 livres au pied carré, puis on peut faire pousser des plantes comme on peut le voir là, à l'arrière. Fait que le système est assez
est capable de soutenir la croissance de végétaux qui sont plus hauts que des végétaux des couvre-sols. Retrouvez-nous lors de notre prochain et dernier épisode qui sera principalement consacré à la biophilie.